Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, mesdames et messieurs les parlementaires, excellences, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un plaisir pour moi d'intervenir à l'issue de ce séminaire organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie et l'Assemblée parlementaire des pays de l'océan Indien, séminaire consacré à la coopération interparlementaire sur les changements climatiques et accueilli par nos amis des Seychelles. Je fais cette intervention à distance et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais je pense que les échanges lors de ce séminaire ont été riches, fructueux et je m'en réjouis. Pourquoi est-ce qu'on m'a proposé d'intervenir? Probablement parce que j'ai l'honneur, vous le savez, d'avoir négocié et présidé la fameuse COP21, c'est-à-dire l'accord de Paris, qui est aujourd'hui la référence mondiale dans la lutte indispensable contre le dérèglement du climat. Peut-être aussi parce que j'ai présidé notre Assemblée nationale et que j'ai été parlementaire pendant une trentaine d'années et que donc je mesure la nécessité, mais aussi les difficultés du rôle du Parlement dans ces questions climatiques. Je vais commencer mon court propos par deux constats. Le premier, c'est que le grand accord de Paris n'aurait pas été possible sans l'engagement déterminant de tous les pays, y compris les États insulaires. Je veux donc à nouveau remercier vos pays, vos parlements, car aujourd'hui l'accord de Paris est notre guide universel, même s'il n'est pas respecté par tous, malheureusement. Le deuxième constat, c'est que les pays insulaires de l'océan Indien, proches de l'Afrique, font partie des pays les moins émetteurs, bien moins de 1% des émissions globales de CO2. Et pourtant, ils sont très vulnérables aux effets du changement climatique. La place de vos pays dans la mise en œuvre des objectifs de l'accord de Paris, qualifiés d'existentiels par le secrétaire général de l'ONU, est donc absolument décisive. Je ne vais pas vous infliger un long exposé sur le dérèglement climatique, vous le vivez, et les populations qui vous ont élu le vivent quotidiennement, sans doute avec des différences selon chaque pays, mais globalement, tous vos pays, tous les secteurs sont et seront concernés. Je voudrais faire trois remarques. D'abord, en matière de climat, il faut être honnête et objectif, les voyants sont au rouge. Nous sommes actuellement sur une trajectoire d'augmentation des températures, au moins de 2,8 degrés à plus 3 degrés, au moins, ce qui est beaucoup trop élevé par rapport à la limite de 1,5 degré définie par les scientifiques, avec des conséquences évidemment catastrophiques, canicules, mégafeux, sécheresse, famine, inondations, submersion. Les États insulaires francophones, c'est-à-dire vos pays, sont parmi les plus impactés. Érosion côtière, blanchiment des coraux aux Seychelles, cyclones et sécheresse à Madagascar, intensification des cyclones à Maurice, glissement de terrain aux Comores. L'insularité rend aussi vos États particulièrement vulnérables à la montée des eaux, qui devrait, nous dit-on, approcher 40 cm d'ici 2100 dans le scénario le plus optimiste et près de 1,30 m dans le plus pessimiste. De vastes zones habitables seraient alors englouties dans les zones de basse altitude. Cette question essentielle du climat, si on veut bien la comprendre, présente une triple caractéristique. D'abord, elle touche toutes les disciplines, tous les droits fondamentaux de l'homme et de la femme, la vie, la santé, la sécurité, la propriété, l'environnement. Et évidemment, tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. Cette question du climat est aussi internationale. Aucun État, aucune région, personne n'est épargné. Les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas de frontières, tout comme les effets catastrophiques qui en résultent. Vos actions ou vos inactions influencent la situation de vos voisins, mais elles sont à leur tour dépendantes d'eux, très dépendantes d'eux. Quoi qu'il en soit, les conséquences les plus graves concernent déjà et vont concerner d'autant plus à l'avenir les pays du Sud, en particulier les vôtres. Et puis enfin, la question climatique concerne toutes les générations. Le changement climatique produit des effets à long terme qui handicapent la capacité de développement des générations futures, voire leur survie elle-même. Toute la question est donc de rendre compatibles la prospérité et la postérité. Comment faciliter la vie des générations actuelles sans compromettre la vie des générations futures? C'est évidemment la question qui nous est posée à tous et à vous, tout particulièrement, confrontés à l'élévation dramatique, je n'hésite pas à le dire, du niveau de la mer. L'origine du dérèglement climatique est connue, même si certains défenseurs, souvent criminels d'intérêts particuliers, très puissants, le contestent. Ce sont les activités humaines émettrices de gaz à effet de serre. Les remèdes sont aussi connus, l'application universelle et intégrale de l'accord de Paris avec ses 29 articles et ses 140 programmes de décision. Cet accord, je l'ai dit, n'est malheureusement pas respecté par tous. Mais il faut bien garder à l'esprit que sans l'accord de Paris, sans la COP21,
La tendance serait aujourd'hui encore pire, autour de plus 5 degrés. Cet accord, c'est l'expression du multilatéralisme, à la fois dans la conduite de la négociation et dans ses principes, puisqu'est admis notamment le principe dit de CBDR, c'est-à-dire la responsabilité commune mais différenciée de chaque pays pour parvenir à l'objectif défini en commun, limiter la hausse des températures à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça suppose une prise de conscience générale, une information, mais plus largement une panoplie d'actions pour tous les secteurs de la société, qu'il s'agisse de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre ou de l'adaptation à ces émissions. Bref, et c'est ma première remarque, toutes les forces doivent être mobilisées avec un mot d'ordre, l'action, vous le savez bien. L'action des parlements, deuxièmement, est cruciale, à la fois parce que les parlementaires sont un lien vital avec les populations, pour les écouter, les informer, les représenter, et parce que leur rôle est sinon de définir eux-mêmes un plan d'action, du moins de contrôler que leur gouvernement a un plan d'action et qu'il le respecte. J'ai coutume de dire que l'accord de Paris est le résultat de la conjonction de 3 planètes. La planète scientifique, avec un travail tout à fait remarquable, a joué un rôle extrêmement utile. La planète société civile aussi, avec les citoyens, les femmes, les hommes, la jeunesse, les entreprises, les associations, les communautés locales, tous motivés pour une nécessaire transition écologique juste. Évidemment, la planète politique, celle des gouvernements et des parlements, qui sont décisives pour prendre des engagements et surtout pour les respecter. Et je tiens à ce titre à saluer la prise en compte par le gouvernement des Seychelles de l'importance de la collaboration avec le Parlement sur les enjeux climatiques. Pendant ce séminaire, on mesure l'importance de l'action de vos parlements et de chaque élu pour lutter contre le changement climatique. Grâce à l'appui de l'Assemblée parlementaire pour la francophonie, une dynamique est impulsée, des outils pratiques sont partagés. Je veux dire mon plein accord en particulier avec les 4 thèmes clés sur lesquels vous insistez. L'élaboration d'un cadre législatif robuste, le renforcement du cadre institutionnel et de la gouvernance climatique, le contrôle de l'action gouvernementale et enfin, et d'abord, le financement de la politique climatique. J'insiste sur ce point, car dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, la finance, aussi bien internationale que nationale quand c'est possible, est déterminante. Or, précisément, un cadre législatif est nécessaire afin que les acteurs internationaux, publics et privés, ne puissent pas prendre prétexte de l'absence de cadre pour vous refuser, comme trop souvent, les finances et les technologies indispensables. Désormais, c'est le temps de la concrétisation. Les enjeux sont connus. Atténuation des émissions de gaz à effet de serre, adaptation aux effets du changement climatique, ce qui requiert souvent des financements publics, financement des mesures nécessaires pour atteindre tous ces objectifs. Les moyens aussi peuvent être facilement conçus, la planification climatique, le suivi des politiques environnementales, l'accès renforcé à la finance climat. Tout ça suppose une réforme des financements internationaux qui est beaucoup trop lente. Chacun doit faire sa part d'effort. Mais il est évident, sans démagogie, que ce sont d'abord les pays les plus riches et les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre qui doivent contribuer le plus à l'effort général. Enfin, et ce sera ma troisième remarque, pour relever ces défis, la coopération internationale s'impose. Souvent on dit, si on veut aller loin, il faut être accompagné. Le changement climatique est une menace existentielle commune qui nécessite d'unir les forces selon les possibilités et les particularités de chacun. Je mesure que les pays membres de la Commission de l'océan Indien, qui sont, je le répète, faiblement émetteurs, sont lassés d'attendre des finances et des technologies qui ne viennent pas suffisamment. Les pays les plus riches, je le répète, doivent et devront respecter leurs engagements financiers. C'est une question de justice climatique et de justice tout court, car les retards d'investissement ne feront qu'augmenter le coût du dérèglement climatique. Concrètement, l'un des enjeux des 2 prochaines COP, la COP 29 en novembre à Bakou et la COP 30 en 2025 au Brésil, l'enjeu sera de fixer un nouvel objectif d'aide aux pays en développement qui soit à la hauteur des enjeux. D'ici là, chaque pays devra préciser ses objectifs et ses engagements au sein de sa contribution déterminée au niveau national. En tout état de cause, pour accéder aux mécanismes financiers internationaux, pour attirer les investisseurs privés, il est important que chaque État se dote de lois climatiques conformes au droit international. D'autant plus que le contexte international actuel est très tendu, beaucoup plus qu'au moment de l'accord du Paris, et que certaines puissances multiplient les grands discours sur le soutien nécessaire aux pays les plus vulnérables, mais en réalité ne font pas grand-chose pour lutter chez eux contre le dérèglement du climat. Dans ce processus législatif, la francophonie, en tant que communauté unie par une langue et par des valeurs partagées, a un rôle, je le crois, à jouer, permettre une coopération interrégionale fructueuse
par un partage des ressources techniques et humaines. C'est, je pense, ce qui est démontré par ce séminaire. Excellences, mesdames et messieurs, collègues et amis, ma conclusion sera celle-ci. S'il n'y a pas de nature, il n'y a pas de futur. Avec ce slogan, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, des manifestations ont lieu périodiquement à travers le monde pour protester contre le dérèglement climatique. Même si elles sont jusqu'ici insuffisantes, des actions nombreuses positives sont entreprises ici et là pour lutter concrètement, proposer des solutions. Mais le monde est encore loin du compte et vous êtes bien sûr les premiers à le savoir. C'est un combat donc gigantesque mais absolument essentiel. Ni les parlements, ni la francophonie, ni chacune et chacun d'entre nous, qu'ils soient hauts responsables ou simples citoyens, femmes ou hommes, ne peuvent se tenir à l'écart. C'est donc notre devoir à tous d'agir pour faire en sorte que le dérèglement climatique ne ferait pas d'abord ceux que vous représentez. Merci.